bonjour à tous. Donc, nous sommes ravis, Virginie et moi, et le forum dans son entièreté, d'accueillir Estelle, c'est dur votre nom, Sarah Bull, pour son dernier roman. Je sais que vous avez eu déjà un prix qui est le prix du Stanislas, je crois, c'est ça, voilà. Donc, ça, je pense que ça va être une belle rencontre. Et je voulais commencer par cette rencontre, avant qu'elle commence, de remercier une personne qui s'appelle Sylvinel, qui va bien évidemment rougir, je suppose, mais qui, je trouve, fait un travail extraordinaire avec ses élèves. Et vous avez devant vous une partie de ces élèves qui est venue pour votre conférence. Donc, quelle belle ouverture à la littérature. Et je vous souhaite une bonne conférence en compagnie de Nicolas, que nous remercions d'animer avec fougue les rencontres. Je profite quand même de la présence de Sylvie pour informer ceux qui ne savent pas encore que la semaine prochaine, elle sera là de nouveau avec les élèves ici présents pour recevoir et interroger Joy Raffin qui vient présenter son ouvrage Atlantic City à la même heure samedi prochain. Donc j'encadrerai cette rencontre, mais elle sera avant tout nourrie, explorée par les élèves du lycée Chateaubriand. Voilà, Estelle Sarah Bull, merci beaucoup de votre présence. Alors, c'est un premier roman. Vous avez la chance d'avoir une belle couverture médiatique qui est, à mon avis, tout à fait justifiée. Pourquoi tout à fait justifiée? Parce que c'est un roman passionnant. C'est un roman passionnant pour plusieurs aspects. On va un peu les explorer. Parce que c'est un roman historique sur une partie de la France, il faut le dire, hein, c'est une partie de la France, c'est-à-dire des Antilles françaises, à travers une partie assez large qui va, disons, de la fin des... années 40, début des années 40, jusqu'à 2000, mais qui jusqu'à maintenant, en quelque sorte. Hein. Et c'est toute cette tension historique et démographique qui a lié l'Hexagone, la métropole, avec l'île de la Guadeloupe. À travers ça, on va mettre en place, par contre, une histoire romancée, qui va prendre place dans un coin très reculé de la Guadeloupe, qui a un nom extraordinaire, qui s'appelle Morne-Galant. Et on va avoir la présentation d'une famille, une famille qui a un nom très, très biblique, qui s'appelle Ézéchiel, et d'une des filles avec un caractère très particulier, qui est Antoine. Et cette jeune fille Antoine, dont on va suivre les péripéties, qui va la conduire de la Guadeloupe jusqu'à la métropole, va devenir une sorte de figure tutélaire pour une jeune fille qui, elle, est née d'une deuxième génération et qui en fait, on peut le penser, une projection de vous-même. Hein, en tout cas, vous êtes vous-même, je crois, et on va comme ça, je fais le lien pour venir vers vous. Je crois que vous êtes né, si je me souviens, en 1974 à Créteil. Encore une fois, Là où les chiens aboient par la queue est votre premier roman, et donc vous êtes un témoin privilégié d'une narration encore assez vivante d'un passé immédiat, en quelque sorte, qui porte sur les 20-30 dernières années. Et je vais commencer par une première question un petit peu je ne sais pas si vous l'avez encore posé, mais votre roman s'appelle « Là où les chiens aboient par la queue », car vous expliquez que, en créole, quand on parle d'un lieu très très reculé, on a une... je vous laisse la dire en créole. « La chien qui a chapé paquet ». Alors, pourquoi traduire ça par « là où les chiens aboient par la queue » et non pas « là où les chiens jappent par la queue » parce que japper, en créole, c'est aboyer. D'accord, parce que je pensais que c'était lié au mot japper. Oui, c'est la même racine tout à fait, hein, mais voilà, c'est comme ça, on ne dit pas aboyer, on dit japper, rapper en créole. Et c'est vrai que c'est une traduction totalement littérale d'une expression antillaise, dont l'équivalent ici serait Pétaouchnok ou Au diable Vauvert, ou une autre un petit peu plus familière encore que j'ose pas dire, mais vous allez la dire. Non, je ne dirai rien. Je ne veux pas être responsable. Mais on a tous bien compris. Voilà. Donc c'est vraiment pour désigner un lieu très éloigné, et quand on dit de quelqu'un qu'il habite là où les chiens aboient par la queue, c'est que vraiment il faut prendre sa voiture et faire des kilomètres et des kilomètres pour aller le voir.
Et effectivement, la narratrice, l'héroïne principale, qui s'appelle Antoine, mais c'est bien une fille, est née dans un trou perdu en plein milieu de la Grande Terre en Guadeloupe. Donc en fait, la Guadeloupe, je ne sais pas si vous voyez, c'est comme un papillon, avec une partie très montagneuse et une autre partie très plate. Et elle naît au centre de la partie très plate, c'est-à-dire que c'est un des endroits en Guadeloupe où on est le plus éloigné de la mer. Ce qu'il faut le faire, hein, parce que l'île n'est pas grande, et en général, toutes les villes sont côtières. Mais il y a quand même une partie de la Guadeloupe qui est très rurale, très ancrée dans les terres, et elle naît là dans les années 30. Donc là où elle naît, il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité. La nuit tombe à 5 h du soir en Guadeloupe, donc il fait nuit très vite. Elle est entourée par les champs de canne et par les bœufs, c'est les seuls compagnons qu'elle a. Et elle décide très vite qu'elle ne veut pas rester dans ce trou perdu. Et donc à 16 ans, elle va décider contre l'avis de sa famille, hein, sans même les prévenir, de partir pour aller rallier la capitale économique qui s'appelle Pointe-à-Pitre. Voilà. En effet, et alors, une deuxième question un peu. Est-ce que vous aviez anticipé le fait d'être invité par le Forum du Livre? Parce que, je vous pose la question, parce que si j'ai bien compris quand même, elle est métisse, donc... Laquelle Antoine. Alors, oui, on peut dire ça. Elle est métisse, elle est complètement guadeloupéenne, mais c'est vrai que sa maman est issue d'une population qui vit depuis plusieurs centaines d'années en Guadeloupe. Hein, et qui fait attention quand même à rester clair. Ouais. Et, si j'ai bien compris, lesquels sont d'origine bretonne. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je vous posais la question, si vous aviez écrit ce roman en perspective de venir le présenter au Forum du Livre. Quasiment. Trêve de plaisanterie. Donc vous nous présentez le personnage d'Antoine, qui est un personnage très attachant, parce que c'est, on peut le dire, une figure féministe, hein, au sens quand même, c'est une figure d'une jeune femme très belle, autonome, indépendante, avec une psychologie très intéressante, parce que c'est toujours une sorte de compréhension réaliste de la violence du monde, et en même temps, il y a toujours une dimension un peu fantasmée. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec notre modernité à nous, on dirait « Ah, mais elle est féministe ». Après, il faut replacer ça dans le contexte. Elle naît dans les années 30, donc à une époque où, surtout en Guadeloupe, le mot féminisme, elle en a sans doute jamais entendu parler. C'est surtout qu'elle a aucun préjugé, c'est-à-dire elle accepte tous les gens tels qu'ils sont, mais en contrepartie, elle veut qu'on l'accepte telle qu'elle est elle, et elle ne veut absolument pas qu'on lui impose des choses. Ce qui est quand même pas facile dans ces années-là, parce que c'est comme en métropole, hein, les femmes dans les années 30, elles n'ont pas beaucoup droit à la parole, enfin quand même un petit peu plus aux Antilles, parce que ça n'a jamais été une société machiste, les Antilles. Et il y a toujours eu des femmes très fortes, très indépendantes, surtout parce qu'elles ont toujours beaucoup travaillé. C'est pas du tout l'image de la mère au foyer qu'on peut avoir ici dans les années 50. Aux Antilles, très très tôt, les femmes ont assuré économiquement dans le foyer, notamment parce que les hommes étaient assez évanescents, c'est-à-dire qu'ils font des enfants, mais ils ne restent pas toujours là pour les élever. Donc il faut quand même, quand on est une femme et qu'on a des enfants, assurer vraiment économiquement les revenus de la famille. Donc aux Antilles, elles travaillent souvent dans des petits commerces, où elles font de la couture, des choses comme ça. Et donc, elle a déjà cette idée en tête. Mais elle, en plus, elle ne veut ni se marier, ni avoir des enfants, ni qu'on lui dise comment se comporter, ni même qu'on lui dise comment elle doit s'habiller. On lui dit qu'elle est belle, mais elle s'en fiche. Et donc, elle est attifée de ce qui est le plus confortable, mais pas ce qui est le plus élégant. Et elle va décider de tracer sa route comme ça vers l'autonomie, l'indépendance économique, etc. Alors, ça passe, si ça doit passer à un moment donné par s'acoquiner avec un homme parce que ce sera plus facile pour elle pour s'en sortir, elle va le faire. Mais du moment qu'après elle peut continuer seule sa route, que l'homme reste là ou pas, c'est pas son problème. Et au moindre problème qu'elle a avec les hommes, elle s'en débarrasse. Donc en ce sens, on peut dire qu'elle est, je dirais, plus indépendante que féministe, parce qu'elle va pas non plus prendre fait et cause pour les autres. Elle a un regard critique sur ce que font les autres femmes, mais elle ne va pas créer une association ni rien. C'est juste, elle, sa liberté avant tout. Tout à fait. On peut simplement dire qu'elle a un caractère extrêmement bien trempé, ouais, et aussi un mépris naturel pour le qu'en dira-t-on. C'est ça, exactement. Ça la résume bien. Et c'est une très belle figure. Je lis rapidement. À 16 ans, ça va parler à certaines personnes ici. À 16 ans, j'ai attendu mon heure. J'ai bravé les esprits de la nuit
et au pipirite chantant « J'étais sur la route, parti sans me retourner ». Qui sait, je connaîtrai peut-être encore quelques départs, jusqu'à ce que la Vierge m'ouvre les bras et dise de sa belle voix douce « C'est fini ». Mais les deux seuls départs qui comptent, c'est celui de Morne-Galante en 1947 et celui de Pointe-à-Pitre 20 ans plus tard, l'après-midi, où j'ai pris le premier vol pour Paris, abandonnant tout ce que j'avais bâti. Elle arrive donc en 67 à Paris. Et comment ça se passe? Eh bien, ça se passe que c'est quand même pour les Antillais des années 60, Paris, c'est quand même l'accès à une vie meilleure, à des choses qu'on n'a pas sur place. L'équivalent pour nous, ce serait de dire qu'on part à New York, quoi. Pour les Antillais, la capitale de la métropole, c'est quand même plein d'espoir. Et donc, elle arrive en métropole. Alors, il y a beaucoup d'autres Antillais qui, à l'époque, font le même chemin qu'elle et quittent les Antilles pour arriver dans la métropole. Et évidemment, quand on a toujours une image un peu rêvée de l'endroit où on doit aller, quand on arrive, il y a la déception. Alors elle est un peu déçue parce que déjà elle pense qu'elle va arriver directement à Paris et elle a confié de l'argent à un membre de sa famille qui est censé lui trouver un appartement à Paris. Et puis elle se retrouve complètement en banlieue parisienne, une banlieue très morne parce que la personne qui a pris l'argent n'a pas cherché très loin, il a pris ce qui était le plus facile et le moins cher, à la limite il a gardé le reste de l'argent. Et donc elle est très très étonnée de ne pas arriver au cœur de Paris comme elle en a rêvé. Donc elle s'énerve beaucoup, puis après elle retourne quand même à Paris, et là elle va s'installer dans le 18e arrondissement, qui est un arrondissement, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est très très mix, voilà, avec beaucoup de nationalités qui se croisent. C'est un arrondissement très très intéressant pour ça. Et elle va côtoyer les Africains, les Algériens, les Chinois, tous ceux qu'on voit à Paris, avec toujours une espèce d'ambiguïté, parce que elle est française. La Guadeloupe, ça fait presque 400 ans maintenant que c'est un territoire français. Mais quand elle arrive là-bas, dans la réalité de la vie à Paris, dans la vitesse, on la traite comme on peut traiter un Africain, un immigrant, etc. Donc elle est un peu étonnée de ça, parce qu'elle se rend compte qu'en fait, elle fait partie d'une population qui est toujours un peu dans un entre-deux. C'est-à-dire que les Antilles, c'est français, mais c'est à 8000 km d'ici. C'est quand même plus proche géographiquement de l'Amérique que de la France. Il y a 5 heures de décalage, on ne parle pas tout à fait la même langue, donc elle va quand même se confronter à cette réalité. Son frère et sa sœur vont faire la même expérience aussi, ils vont arriver aussi à un moment en métropole. Et elle, pour survivre et pour s'épanouir quand même dans ce nouvel environnement, elle décide de garder tout son mode de vie antillais en fait. C'est pas parce qu'elle arrive à Paris et qu'il fait 3 degrés et qu'il n'y a pas tout ce qu'on trouve aux Antilles, par exemple, pour faire à manger, qu'elle va changer. Donc, elle réussit à se recréer une petite Guadeloupe à sa mesure dans sa rue parisienne. Est-ce que c'est pas aussi un moyen pour elle, consciemment ou inconsciemment, d'éviter le rouleau compresseur de l'aspiration dans le modèle économique français où finalement elle est destinée à devenir une femme de ménage ou quelque chose comme ça? Il y a un petit passage très court que je cite mais qui est vraiment bien troussé. J'ai eu de l'or dans les mains, je te parle de vraies pépites, de petites choses lourdes et belles. Je n'ai jamais eu de patron et je n'en aurai jamais. Je ne suis pas de celles qui s'ennuient derrière les parloirs vitrés des administrations ou parcourent le soir, serpillière à la main, les couloirs vides des tours de bureau. Je ne m'inquiète pas pour un fils sans père qui tourne mal pendant que je m'éreinte. C'est-à-dire un peu la vision que peuvent avoir certains Français blancs de l'immigration en provenance des Antilles, mais pas particulièrement. C'est d'ailleurs plutôt lié à une autre parallèle qui était l'immigration en provenance d'Afrique du Nord. Oui, mais c'est vrai qu'elle a l'image quand même de tous ces Antillais qui arrivent en même temps qu'elle. Et c'est vrai qu'il y en a une majorité qui s'est retrouvée à travailler dans les administrations. Donc vous avez peut-être vu ça, on voit beaucoup d'Antillais dans les hôpitaux, à la Sécu, dans les transports. C'est quand même des lieux qui ont beaucoup accueilli les Antillais. Parce que dans les années 60, il y avait un besoin de main-d'œuvre très fort de la France métropolitaine dans ces administrations-là. Et il y avait notamment un système qui a été mis en place par les ministères qui s'appelle le BUMIDOM, le Bureau de Migration des DOM, donc département d'outre-mer, qui a organisé la venue comme ça de beaucoup d'Antillais pour occuper ces postes-là. Et c'est vrai qu'elle, comme elle continue à avoir cette mentalité quand même très très individualiste, très indépendante,
Elle refuse de rentrer dans ces administrations. Elle ne veut pas avoir d'heures fixes qu'on lui impose, de patron. Donc, elle fait un choix un petit peu en décalage par rapport à ce que vont faire quand même une majorité d'Antillais dans ces années-là. Et ça lui porte chance ou pas? C'est un petit peu ambigu parce que c'est vrai qu'elle garde une certaine autonomie, mais elle, ce qu'elle aime, c'est le commerce. Sa passion, c'est de faire du commerce et d'acheter et de revendre des marchandises. Et c'est ce qu'elle faisait à Pointe-à-Pitre pendant très longtemps, puisque elle quitte assez tard finalement les Antilles, elle a déjà 30 ans. Et aux Antilles, elle faisait beaucoup de commerce avec les îles environnantes et avec l'Amérique latine. Donc elle prenait le bateau, elle essayait un petit peu de frauder les douanes. C'est pour ça qu'elle parle de l'or, parce que c'est vrai qu'elle passait en douce de l'or jusqu'aux Antilles. Il y avait une espèce de trafic de bijoux et de diamants. Elle adorait faire ça, parce qu'elle se considérait un peu comme une pirate. Et arrivée en métropole, forcément, c'est quand même pas les mêmes conditions. Elle peut plus faire ces petits trucs comme elle faisait en Guadeloupe. Elle voit que les petits commerces, c'est pas du tout la même structure. À Paris, il y a déjà les grandes boutiques, les grands magasins. Elle peut plus faire ce qu'elle faisait dans son coin toute seule aux Antilles. Donc, est-ce que c'est une réussite? Elle va quand même avoir une petite boutique, mais quand même, c'est pas aussi florissant que ce qu'elle a connu, son âge d'or qu'elle a connu aux Antilles. Et elle va devenir un peu une curiosité touristique du 18e plutôt qu'une vraie commerçante, en fait. Alors que son frère, par exemple, son petit frère, qui est d'une génération, on va dire, peut-être un peu plus moderne qu'elle, puisqu'il a presque 15 ans de moins, lui, il choisit directement d'entrer dans l'administration. Il part d'abord avec le service militaire à 18 ans. Il est super content de quitter la Guadeloupe parce que c'est une petite île, tout le monde se connaît plus ou moins. C'est pas facile, il était sous la coupe de ses deux grandes sœurs, donc pour lui, partir au service militaire, c'est une sorte de soulagement. Et après le service militaire, il veut rester en métropole, parce qu'il trouve que vraiment on respire mieux, il y a beaucoup plus de choses, notamment il a accès aux librairies, ce qui n'était pas tellement le cas à Pointe-à-Pitre dans les années 60, il n'y avait pas de librairie. Quand on avait envie de lire, c'était pas facile. Il y avait un seul cinéma, il n'y a pas de théâtre. Lui, il aspire un peu à ça, il est d'une génération plus moderne. Il a envie de ça. Et donc arriver à Paris, pour lui, c'est vraiment un bonheur profond dans les années 60. Et il va rentrer dans l'administration parce que c'est la meilleure façon à cette époque-là pour un Antillais de s'élever socialement. Parce qu'il faut dire que, en fait, aux Antilles, le contexte économique est très figé. C'est-à-dire qu'il y a quelques grandes familles qui possèdent vraiment le pouvoir économique. Et après, il y a tous les autres, qui sont soit coupeurs de canne, agriculteurs, pêcheurs, petits commerçants, mais il y a peu de possibilités de devenir patron à son tour. Et Estelle Sarah, on va revenir sur l'organisation économico-politique particulière, mais on va finir un peu la partie à Paris, on va revenir en arrière juste après. Alors, vous venez de parler du petit frère d'Antoine. En effet, il faut souligner que si votre roman est quand même centré sur la personne d'Antoine, c'est un roman choral avec, qui donne aussi à entendre les voix de ses frères et sœurs. Encore une fois, même si le personnage principal reste Antoine. Pour finir sur la partie parisienne, comment se fait quand même sur des questions très générales, mais la partie, donc disons 70-2000, sur l'intégration, comment ça se passe le rapport avec les métropolitains, qu'ils soient blancs ou non, mais aussi avec les métropolitains immigrés en provenance de bande de l'Algérie, qui, rappelons-nous, était un département, hein, donc qui était partie aussi, faisait partie de la France. Comment ça se passe, les questions, le racisme, l'intégration, etc. Ben, je vais peut-être vous étonner, mais dans les années 60, en fait, ça se passe très bien. Parce que c'est le plein emploi à ce moment-là en France. C'est les 30 glorieuses, tout va bien, c'est pour ça qu'on les fait venir. On a vraiment besoin de main-d'œuvre, il y a un manque. Du coup, ils sont plutôt bien accueillis. En plus, voilà, ils sont français, ils parlent français, les Antilles, même si c'est loin, c'est quand même connu en métropole, donc ils sont plutôt bien accueillis. C'est après que ça va changer. Une fois qu'on rentre dans la crise économique des années 80, là, ça devient plus tendu. Mais dans les années 60, ça se passe bien. Je pense que ça a été plus dur pour les Algériens, par exemple, parce qu'on sort de la guerre d'Algérie dans les années 60. Donc là, c'est plus tendu. Mais les Antillais, il n'y a pas de problème à ce moment-là.
je me méfie beaucoup des clichés, hein, il faut toujours faire très attention, mais quand même, moi, de mon point de vue, alors de Rennes, si vous voulez, mais quand même, en analysant les choses, j'ai le sentiment quand même que la communauté antillaise est une communauté, donc, pour le coup française, mais en tout cas de personnes en provenance d'un territoire éloigné au sein du territoire métropolitain les mieux acceptées depuis toujours. Hein. Ben oui, parce qu'ils sont français, il y a des liens très forts quand même avec la métropole malgré tout. Une fois qu'ils sont ici, ils se fondent complètement dans la population, ils se marient avec des gens du cru. Ça, oui. Moi-même, je suis issue de ça, hein. Je suis née en banlieue parisienne, donc mon papa vient de la Guadeloupe, mais ma mère vient du nord de la France. Oui. Voilà, donc ils se fondent complètement dans la masse. Oui, puis ils étaient aussi présents, vous parliez de l'administration, c'était très vrai, puis aussi dans le troisième fonctionnariat, qui est les hôpitaux. Oui. On a une présence très importante des Antillais qui s'est toujours très bien passée. Oui, alors revenons un petit peu en arrière, et je vais vous demander de lire un passage, voire deux passages, si vous avez le courage, que j'ai beaucoup aimé, qui jette un coup d'œil, qui jette un regard un peu cru, une lumière crue, mais sur la complexité du territoire guadeloupéen à travers les tensions qui peuvent exister entre les différents acteurs, notamment avec les béquets. Alors, il y a deux passages que j'ai vraiment trouvé formidables, plein de passages évidemment, mais il y en a deux que je trouve formidables pour une lecture. Alors, je ne sais pas si ça vous parle comme ça, c'est page 53-54. Et un qui est très fort sur 94-95 sur la question de la négritude au sens de vraiment très intéressant. Je ne sais pas lequel vous voulez lire. C'est celui que vous préférez. Ah là 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 là. Pendant que vous choisissez, je tiens à préciser, expliquer. Les béquets, donc c'est effectivement les grands propriétaires, donc qui ont la majorité des terres en Guadeloupe, qui avaient avant l'abolition de l'esclavage donc les habitations avec les esclaves, et après l'abolition ils sont restés quand même très très puissants économiquement. Alors ils ont réussi tout à fait à se moderniser, c'est-à-dire que maintenant c'est eux qui détiennent tous les hypermarchés, tout le système des garages et des locations de voitures, donc ils sont très très puissants. Et c'est vrai que pour revenir à ce que vous disiez, autant en métropole les Antillais ont été très bien accueillis, globalement il n'y a pas eu de problème, autant il faut bien avoir conscience qu'aux Antilles, c'est une société encore très très marquée effectivement par la différence de couleur de peau, par les niveaux économiques, les classes sociales, c'est très très violent encore là-bas. Ce qui est normal parce qu'on sort quand même d'une société qui a vécu 300 ans sur l'esclavage, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemblerait un peu au sud des États-Unis, c'est un peu le même type de société ségrégée. Et d'ailleurs, encore maintenant, quand des touristes métropolitains vont en Guadeloupe, aux Antilles, ils sont assez choqués par ce rapport entre les gens. Et ils disent, mais il y a du racisme aux Antilles, beaucoup plus fort que ce qu'on ressent ici. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément ça intuitivement en tête, mais c'est plus dur là-bas qu'ici. Et qui parfois est dans les deux sens d'ailleurs. Tout à fait, parce qu'il y a une crispation de tout le monde du fait de ces difficultés de la structure sociale aux Antilles. Alors, écoutez, je vais vous proposer, parce que j'arrive pas à choisir les deux passages, il y a je trouve l'arrivée à Pointe-à-Pitre, elle est formidable. Donc je vais vous la lire, je vais vous laisser la lire. Donc, si vous voulez bien, à partir de, nous sommes arrivés vers 9h. D'accord. Jusqu'à là, c'est un petit peu long, mais c'est très chouette. Ok. Ouais, ça va. Et la deuxième partie, une partie plus courte, mais ça sera aussi l'occasion de vous interroger ensuite sur la question de la colonisation. Pas de problème. D'accord. Bon, ça va être un petit peu long, hein, désolé. Ah, mais ça va être long, mais formidable. Alors oui, d'accord, jusqu'à 16 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ok. Donc c'est Antoine qui parle et qui raconte justement comment elle a quitté à 16 ans son trou perdu, là où les chiens aboient par la queue, pour arriver à Pointe-à-Pitre, la plus grosse ville de la Guadeloupe. Nous sommes arrivés vers 9h. Toi qui es habitué aux grandes métropoles carrées de France, tu ne peux pas comprendre ce que ça m'a fait de déboucher dans cet amoncellement magnifique de taudis et de palais. J'avais le cœur qui battait plus vite à la vue des rues de mieux en mieux esquissées, des cases légères qui s'égrenaient puis se multipliaient en alignements tordus, de plus en plus de façades en bois délavé, de plus en plus de jardins enclos et de cocotiers déhanchés qui jaillissaient de minuscules cours intérieures pour exploser très au-dessus des toits roux.
Des enfants couraient en grappes serrées. 20 pieds nus disparaissaient au détour d'une maison à 2 étages ou dans un couloir envahi par les herbes. Je levais la tête et j'apercevais des balcons surpeuplés où des femmes allaitaient des nouveau-nés, faisaient la lessive ou nettoyaient avec une eau grise le sol qui formait un toit pour les galeries couvertes, des casseroles en rang serré, des tissus, des sacs remplis de pain et des boîtes de saindoux. Dans la rue où le camion avait du mal à avancer, des femmes accroupies étalaient leurs marchandises à même le sol, devant des remparts de chapeaux de paille montés et démontés en quelques minutes. Du boudin fumait dans de grandes casseroles noircies. Des paniers fermés dormaient aux pieds de vendeuses immobiles. J'ai vu des enfants, écrasés d'ennui, assis devant des masures, qui passaient la journée à vendre des cics à coco, qu'ils s'amusaient à présenter en échafaudage extravagant. Je me souviens de l'odeur de la ville, changeante suivant les quartiers, des senteurs douces ou aigres qui annonçaient une pyramide de déchets au fond d'une cour remplie de caisses empilées, servant de case à 3 générations. Un peu plus loin, nous sommes passés par une allée bien dégagée, où j'ai senti le vent salé de la mer qui s'en mêlait au parfum des flamboyants et des bougainvillés. Les travailleurs charriaient des denrées arrivées à l'aube. Je me souviens d'une voiture à cheval, guidée par un cocher, torse nu. Il s'arrêtait à chaque porte pour récupérer les bidons remplis d'immondices portés sur la tête des femmes. C'étaient les aisances de la nuit, produites par 100 estomacs, dont 30 malades de dysenterie ou de malaria. J'ai vu les marais qui affleuraient sous les maisons de fortune. À Morne-Galant, on n'aurait jamais dormi dans des endroits comme ça, où les maringouins vous dévorent dès le soleil couché. Mais j'ai vu aussi d'imposantes demeures en bois peint et fer forgé, volantées d'arcades, autour d'une place où trônait une fontaine. Je n'avais jamais vu de fontaine avec de l'eau qui coule en permanence. Ça attirait une galaxie de blanchisseuses en robe de coton et d'enfants nus à chapeau. Sûr que je me serais tenue là toute la journée, tellement ça semblait agréable, au milieu des propos gais et des éclats de rire. Il y avait la foule mélangée. Argile foncée, cacao velouté, bronze clair des Chinois et foncé des Syriens, café grillé des Indiens, et des visages pâles respirant l'autorité, mais parfois aussi la même misère. J'ai remarqué des hommes nonchalants et d'autres à la mine sévère, des ouvriers qui sortaient de la grande usine d'Arboussier, des commis, des maîtres d'école. J'ai vu tout ça, du haut de mon camion qui octait et lâchait dans l'air une fumée noire qui me faisait suffoquer. Ce jour-là, j'ai compris que s'offraient à moi 2 chemins nouveaux qui n'existaient pas à Morne-Galant, trop calme, trop endormi. À Pointe-à-Pitre, il y avait une misère plus âpre que celle de la maison, mais aussi une possibilité, même modeste, de succès et de liberté. J'ignorais si j'allais être riche, mettons, comme l'avait été brièvement Eulalie au temps de sa splendeur, ou plus pauvre qu'un rejeton Ézéchiel cultivant son lopin de terre mendié à papa. En tout cas, j'étais excitée comme on peut l'être à 16 ans. Merci beaucoup, Estelle Sarah. J'aime beaucoup ce passage parce que il a tout. Il a tout. C'est-à-dire qu'il est description du lieu, il est tension qui galvanise une jeune fille de 16 ans qui désire, qui aspire à la liberté, hein, tout simplement. Il est dans une langue lyrique sur laquelle on va revenir, une très belle évocation de ce foisonnement des matières, des individus, des paroles, des passions qu'on sent dans cette ville de Pointe-à-Pitre. Et en ce sens-là, il est un magnifique discours, pas ethnologique, mais un discours portraitiste, si vous voulez, sur la réalité des Antilles. Et je parlais d'irisme, c'est un peu l'occasion aussi d'ouvrir une petite parenthèse sur votre style, parce que c'est sans doute là une des choses les plus étonnantes dans votre roman, Estelle Sarah, c'est que c'est un premier roman, mais il fait montre d'une maîtrise stylistique déjà bien achevée, et quand même d'une capacité évocatoire, d'un lyrisme à la fois fleuri, sucré, douce, amer, qui ne tombe jamais dans le cliché genre ah ben regardez, je suis antillais, d'ailleurs je vais bien vendre mon antillésité en achetez-moi, regardez, je vais devenir. Donc vous n'êtes jamais dans le cliché. Et vous réussissez quelque chose.
d'assez exceptionnel, c'est que vous avez une langue très classique, je dirais pas une langue, c'est pas une langue à la Molière, on dirait, c'est pas ça. Vous êtes plutôt, à mon avis, dans une continuité plutôt Balzac, voire par certains aspects de naturalisme, comme on peut avoir chez Maupassant, mais sans le réalisme magique. Mais par contre, avec un imaginaire foisonnant, donc qui déborde toujours, comment dire, la description du réel est toujours un peu dépassée par du fantasme et de l'imagination. Donc ça en fait quelque chose de je sais pas, dans une langue un peu enchanteresse, même si le réel n'est pas spécialement chanteur, hein, sa manière de le traduire est assez enchantée. Alors excusez-moi pour cette introduction à ma question un petit peu longue, mais j'en viens à celui qui est forcément une figure tutélaire, alors j'espère pour vous, mais quand même pour une grande partie du bassin caribéen et donc antillais, qui est Édouard Glissant, le grand spécialiste de la question de la créolisation, non seulement du langage, mais avec sa grande idée, j'explique peut-être pour les plus jeunes, Édouard Glissant est un grand intellectuel qui est mort il y a 7 ans à peu près, qui finalement vaticiné, prophétisait le fait que, vu l'évolution du monde et le mélange des individus, des personnes, des cultures, etc., on va vers de fait une créolisation du monde, c'est-à-dire de la même manière que que les langues avaient pu être créolisées entre le colonisateur français et les langues vernaculaires, c'est-à-dire les langues qui étaient, dont parlaient les personnes qui étaient natifs du Nil, les langues se mélangent et donnaient un créole, c'est-à-dire un mélange de français avec la langue locale. L'idée d'Édouard Glissant, c'est de dire le monde entier va se créoliser. C'est-à-dire le monde entier va être une hybridation avec des tensions du reste et des réussites d'un mélange comme ça. Donc, et on a des grandes voies de la créolisation. Je ne peux pas m'empêcher de prendre ce thème de la créolisation, Estelle Sarra, et vous interroger dessus, pour l'aspect littéraire, même si vous nous avez dit, en tout cas vous ne parlez pas le créole, mais vous en faites état et vous avez une mémoire en vous du créole que vous avez pu entendre. Et on a parlé quand même de cette immigration, réussie ou non, des réalités douce amère des années 70, 80, 90, et puis des difficultés avec l'arrivée du chômage de masse. Qu'en est-il de cette créolisation, sachant, je vais vous faire un grand compliment, je pense que Édouard Glissant aurait énormément aimé votre ouvrage. Merci pour tous ces compliments, hein, ça me fait très plaisir. Que dire de plus que tout ce que vous avez parfaitement dit? C'est vrai, Édouard Glissant, c'était un Martiniquais. Donc c'est vrai, il est mort en 2011, il n'y a pas si longtemps que ça. Et il a vu quelque chose qui, à mon avis, est tout à fait vrai. C'est que les Antilles, c'est tout petit, mais ça reflète vraiment ce qui advient après en plus grand partout ailleurs. Et c'est vrai que déjà, c'est des endroits où il y a tout le temps eu beaucoup de circulation. Et en fait, tout le monde est importé aux Antilles. Il n'y a pas de population native vraiment des Antilles. Les vrais Guadeloupéens, à la limite, ça aurait été les Indiens, mais qui ont été complètement décimés dès l'arrivée des premiers Européens au XVIIe siècle. Donc déjà, il y a 250 ans, il n'y en avait plus. Il n'y a plus que quelques traces qui sont restées dans la langue créole, en effet. Après, tous les autres, ils sont arrivés d'ailleurs. Il y a eu les esclaves africains, donc qui venaient d'Afrique. Les métropolitains qui sont arrivés à peu près au même moment que les esclaves, qui venaient de Bretagne, de Normandie, du centre de la France, mais aussi d'Espagne et d'Angleterre, hein, puisque les trois puissances coloniales se sont battues autour des Antilles. Hein. Il y a eu, à un moment ça a été espagnol, ensuite anglais, finalement les Français ont gagné, mais à chaque fois ça a laissé des traces dans la culture, dans la langue. Après ça sont arrivés les Indiens d'Inde, cette fois-ci, les Hindous, les Syriens, les Chinois. Donc il y a un mélange constant aux Antilles, et c'est vrai que ça fait longtemps que tout ça est assimilé en permanence. C'est pour ça que Glissant, il voyait ça, il disait mais c'est pas possible, ça va... Enfin, c'est une société en constante évolution et ébullition, et ça se retrouve dans ce créole qui est un mélange de beaucoup d'autres langues. Et c'est pareil pour les plantes, hein, d'ailleurs. Hein. En Guadeloupe, quasiment tout a été importé. La canne à sucre, qui est maintenant l'emblème des Antilles,
c'est une plante qui n'existait pas avant l'arrivée des Européens. C'est eux qui ont commencé à la cultiver. Les Indiens qui ont disparu au XVIIe, c'est eux qui avaient amené la patate douce, l'igname. Tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas. Il y a très peu de choses en fait en Guadeloupe qui sont là depuis plus de 500 ans. Donc c'est à la fois très récent, la constitution de cette société créole, et ça a quelque chose d'effectivement très moderne. Et ici, maintenant, c'est vrai que quand je vois les débats sur l'immigration et les peurs que ça suscite, je me dis, mais c'est incroyable, parce que c'est vrai que l'immigration, c'est quelque chose que les Antilles connaissent depuis plusieurs centaines d'années. Encore aujourd'hui, ça circule beaucoup. Il y a 15-20 ans, c'était les Haïtiens, parce qu'ils ont connu, les pauvres, beaucoup de malheurs, qui arrivaient en masse aux Antilles. Alors ça se passe pas toujours bien, hein. Il y a aussi des tensions, il peut arriver que les Antillais disent Haïtiens dehors, enfin, je veux dire, le racisme, on peut toujours le recréer, tant qu'on veut, c'est assez facile. Mais finalement, c'est des gens qui finissent par être complètement intégrés, aussi parce qu'ils parlent un créole très proche du créole de la Guadeloupe. Donc ça circule en permanence, et les Caraïbes, c'est des îles toutes petites, mais en fait c'est extrêmement étendu. L'arc caribéen, ça va de la Floride à Caracas, c'est beaucoup de kilomètres. Et à chaque fois, il y a des petites îles comme ça qui circulent beaucoup entre elles. Donc là-dessus, il avait raison, c'est en train de se mélanger. Après, pour revenir à mon écriture, eh ben, moi je suis un peu un produit de ça, puisque donc, mon papa est antillais, il est donc issu de toute cette histoire. On était mélangés, effectivement, comme vous le disiez au départ, avec des Bretons qui vivent là depuis 300 ans, qui parlent même plus breton, qui parlent que créole. Et puis il arrive ici, il se marie avec une fille du Nord, et moi je nais en banlieue parisienne. Donc j'ai toujours eu l'impression en fait d'être une espèce de thermomix où on a mélangé beaucoup de choses. Et je crois que ça se sent dans ma langue aussi parce que j'entendais mon père parler créole, mais à moi il ne parlait pas créole. Ce qui était un peu une frustration. Je lui disais, mais pourquoi tu m'as jamais parlé créole? Quand je vais en Guadeloupe, je ne peux pas parler aux gens, c'est énervant. Les gens me disent, t'es pas une vraie antillaise, c'est assez blessant. Mais il me disait, mais je voyais pas l'intérêt de te parler créole, puisque ta maman, de toute façon, elle ne parle pas, on vit en métropole. Donc voilà, pour moi, ce qui comptait, c'est que tu parles un très bon français. C'était pas que tu parles créole. Ce qui est dommage, aujourd'hui, c'est l'inverse. Les enfants, dès qu'ils ont un peu une double culture, une double appartenance, on leur apprend toutes les langues des parents, des grands-parents. Mais à l'époque, c'était pas encore ça. Et du coup, j'entendais ce créole sans le comprendre. En même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que j'allais chez mes grands-parents dans le nord de la France, à la frontière belge, j'entendais le patois du borinage. Je ne le comprenais pas plus, mais c'était aussi une langue que j'entendais. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, ça se ressent dans mon écriture parce que j'écris avec une langue effectivement un peu foisonnante qui ressemble à ce que décrit Glissant. Et en même temps, le créole que je fais parler à mes personnages dans le livre, c'est pas un vrai créole orthodoxe, c'est un créole recréé. Donc voilà, ça fait une langue qui m'est propre. Il y a Maryse Condé, c'est une autre écrivaine antillaise qui vient de recevoir le prix Nobel alternatif de littérature. On lui demandait tout le temps, mais alors, est-ce que vous êtes une écrivaine antillaise? Et elle disait tout le temps, mais laissez-moi tranquille avec ça, j'écris ni en créole, ni en français, j'écris en Maryse Condé. Et c'est vrai qu'elle a raison, en fait, on a tous sa propre langue en soi qui vient de ce qu'on a vécu, donc moi c'est ça, c'est ce résultat-là. Vous citiez le fait des Haïtiens qui venaient et les difficultés aussi qu'on peut avoir. Rappelons, Haïti est sans doute, je pense, dans ce bassin dont on parle, Haïti est sans doute le peuple qui aura le plus souffert, il faut dire les choses. Haïti, c'est une pauvreté, une souffrance continue, c'est vraiment... Et d'ailleurs, peut-être sans doute un des freins à certains peuples aussi qui auraient voulu demander le retrait, l'indépendance par rapport à la France, parce qu'il faut quand même dire dans le cas d'Haïti que c'est le fait d'être sorti du giron français qui les a jetés dans une réalité économique complètement catastrophique dont ils n'arrivent pas à se relever, et je trouve que c'est une tristesse continue. Mais si je parle d'Haïti, pour faire suite à votre propos, je vous cite, « Tu dis que chez les Antillais il n'y a pas de solidarité, mais si tu mets 10 personnes dans une salle d'attente, tu crois qu'ils vont finir par former une grande et belle famille? La Guadeloupe, c'est comme une salle d'attente où on a fourré des nègres qui n'avaient rien à faire ensemble. Ces nègres ne savent pas trop où se mettre. Ils attendent l'arrivée du blanc où ils cherchent la sortie. » C'est dur.
Oui, c'est dur parce que je voulais pas donner une image carte postale des Antilles, parce que celle-là, on l'a tous. C'est vrai qu'aux Antilles, il y a des plages magnifiques, il y a des paysages à couper le souffle, les gens sont sympas. Mais quand on se rend là-bas, on voit très très vite l'envers du décor. Et l'envers du décor, c'est ça quand même, c'est, comme je le disais, une dureté sociale très importante. Il y a eu beaucoup de luttes sociales, beaucoup de révoltes, beaucoup de morts dans toutes les Antilles par rapport aux conditions de vie des gens. Et c'est vrai que le fait quand même d'avoir été un peu écrasé par cette structure économique où il y en a très peu qui ont tout et tous les autres qui ont rien, ben, ça crée aussi des réflexes de rivalité, de jalousie, et entre eux, ils ne sont pas toujours sympas les uns avec les autres, les Antillais, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est petit, et le moindre avantage qu'a l'un se voit par rapport à l'autre. Donc on peut très vite se dire, ça commence par la couleur de peau, hein, c'est-à-dire que le légèrement plus clair que son voisin, ben, il a peut-être une chance un peu meilleure de s'en sortir du fait de l'héritage ségrégationniste que son voisin. Donc on essaye de se marier avec plus clair, même si c'est inconscient, il y a quand même ça. Et puis voilà, si on a un petit lopin de terre un peu plus grand que le voisin, ben voilà, ça compte aussi. Le petit commerce par rapport à celui qui n'a pas, ça compte aussi. Puis il y a aussi quand même le côté un peu pervers du système qui fait que les Antilles sont complètement sous perfusion de la métropole. C'est-à-dire que les béquets, justement, ils se sont reconvertis dans l'importation de voitures, l'installation d'hypermarchés. Ça fait que les gens ne mangent plus local, ne consomment plus local. Ils vont acheter des yaourts qui sont les mêmes qu'ici, mais 30% plus chers. Ils vont manger du pain alors qu'il n'y a pas de blé qui pousse aux Antilles. Hein. C'est pas du tout adapté, je dirais, à la plante locale. Et du coup, entre celui qui va avoir son petit commerce local, qui va faire, je sais pas moi, du manioc, et puis aller acheter de la farine de France au supermarché, les gens vont considérer que c'est plus moderne d'aller au supermarché. Donc c'est difficile de se sortir de cette dépendance à la métropole. Il y a des passages d'ailleurs très beaux et délirants hein, sur la question de la construction, l'arrivée du ciment et de la construction de cubes de béton, etc. Donc qui était un commerce enrichissant pour les béquets, mais qui faisait disparaître. Il y a ce petit étang avec les écrevisses. Ouais, ce sont des passages très jolis qui d'ailleurs, à mon avis, peuvent chez certains de vos lecteurs créer une forme de mélancolie nostalgique. Hein. Donc oui, excusez-moi, on parlait donc de cet aspect de fait des rapports entre blanc, noir ensemble. Maintenant, pour finir un peu, j'aimerais que vous lisiez un autre passage, mais qui interroge d'une manière plus générale la question en effet de la négritude dans le roman national français, parce que vous venez de parler du roman local, mais ce roman local, il s'inscrit dans un roman national, qui est le roman national français, mais s'inscrire, est-ce que ça veut dire bien s'homogénéiser ou pas? J'aimerais que vous ayez la gentillesse de lire ce passage. Depuis cet étang jusqu'à République? Alors, donc là c'est plutôt le... 94-95. C'est ça. C'est la nièce qui parle. Donc la nièce, elle est comme moi, en effet, même si c'est pas vraiment moi, mais elle est née en métropole. C'est la deuxième génération, quoi, qui a des liens avec les Antilles par ses parents, mais qui ne connaît pas directement les Antilles. Elle, c'est une métropolitaine, comme tous les métropolitains. Et elle raconte comment ça se passait pour elle quand elle était petite. Elle habitait en banlieue avec son père et sa mère. Et donc elle dit « C'était le temps où nous regardions Dallas chaque samedi soir. Il n'y avait pratiquement aucun noir à la télévision française et absolument aucune noire. Mais parfois, nous apercevions Sidney Poitier ou Ray Charles que ma mère adorait. Des hommes bourrés de talent et sûrs d'eux, classieux, infiniment plus glamour que les Antillais que nous connaissions. Ils nous rendaient fiers, d'une fierté toute artificielle. Les Antillais et les Noirs américains partageaient une même expérience minoritaire et une part d'histoire commune. Mais la France et les États-Unis ne modelaient pas du tout les individus de la même façon. Il y avait indéniablement moins de violence à subir en France, mais en revanche, les Antillais n'avaient aucun modèle auquel s'identifier. Quel héros aurions-nous pu avoir? Gaston Monnerville? Absent de la mémoire nationale, lui qui dirigea 10 ans le Sénat et faillit être président. Louis Delgray? Rappel cinglant que la Révolution a rapidement trahi ses propres valeurs. Camille Mortenal?
relégué dans la poussière des siècles, malgré sa force et son courage. Gerty Archimède, trop femme et trop communiste pour être célébré. Quelques écrivains et sportifs noirs apparaissaient de temps en temps à la télé, très peu. Aucun chef d'entreprise n'avait cette couleur de peau, aucun banquier, aucun capitaine d'industrie, aucun trader, aucun chercheur, aucun président d'université, aucune figure du grand banditisme, aucun évêque, aucun directeur d'une prestigieuse institution culturelle. Nous étions pourtant à l'affût, c'était devenu un réflexe. Quand on apercevait un noir à la télévision française, on s'exclamait en riant « Qu'est-ce qu'il fait perdu là, celui-là » La France se renvoyait à elle-même l'image d'un peuple lisse, sans spécificité ethnique. Au cours de ces années 80, la notion d'égalité des chances commençait sérieusement à perdre de sa force, notamment face aux réalités vécues par les premières générations d'enfants d'immigrés nés en France, diplômés, chômeurs. Mon père défilait de nation à république contre les privatisations des banques, des usines automobiles, du téléphone et de la télévision. Partout, l'État se retirait comme une vague sur la grève. Heureusement, Yannick Noah avait gagné Roland-Garros. Ce qui nous remontait le moral. Les Antillais persistaient à vouloir s'intégrer au paysage national et même à célébrer avec ferveur les valeurs de la patrie. Mais nous sentions bien que quelque chose n'était pas en accord avec les promesses de la République. Estelle Sarabul, qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, sachant, c'est vrai que donc, là, je décris ces années 80 où c'est vrai que pour les Antillais, les jeunes Antillais comme moi, voilà, les seuls noirs qu'on voyait, c'était dans les séries américaines. Donc là, c'était génial parce qu'on s'apercevait qu'ils pouvaient être beaux, talentueux, qu'ils pouvaient être flics. Puis après, quand on regardait la télé française, le modèle qu'on avait, c'était... alors vous, ça ne va pas vous parler, mais il y avait une émission de Stéphane Collaro, c'était une émission humoristique. Et dedans, il y avait une espèce de noir qu'on avait attifé comme un Africain, enfin comme les métropolitains s'imaginent un Africain. Il avait une espèce de bagne, un gros collier d'os, et puis il tapait sur un gong pour dire gag. Voilà, c'était ça un peu la représentation des Français dans les années 80, enfin des Noirs dans les années 80. Donc évidemment, tout ça, ça ne nous parlait pas tellement et ça nous faisait rêver des États-Unis, alors que les États-Unis avaient d'autres problèmes. Hein. Évidemment, ce qu'on voyait dans les séries n'était pas du tout la réalité. Et pour revenir, voilà, donc bon, ça c'est une époque, c'est les années 80. Ça change encore, mais c'est quand même extrêmement lent aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a une actrice dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Aïssa Maïga, qui est une actrice française d'origine, je ne sais plus, je crois qu'elle est ivoirienne d'origine, qui a fait un livre il n'y a pas longtemps pour dire que quand elle fait les castings, on lui propose toujours des rôles soit de femme de ménage, soit de prostituée. On l'imagine jamais dans un rôle d'avocate, de médecin. Elle est obligée, à la limite, elle a des rôles beaucoup plus valorisants quand elle part travailler aux États-Unis ou en Afrique que dans le cinéma français. Donc il y a quand même une persistance de cette représentation des Noirs à la télé française ou dans les médias qui est complètement en décalage par rapport à la réalité. Il suffit d'aller au tribunal de Paris, sur l'île de la Cité, pour voir qu'il y a plein d'avocats noirs, il y a plein de greffiers noirs. Enfin, il y en a partout maintenant, ils ont tous fait des études. Ben voilà, il y a un décalage dans le temps qui est quand même encore très très fort. Et Estelle Sarabul, savez-vous de quand date le dernier village nègre en France? Je précise pour la jeune génération, le village nègre, c'était une animation où on organisait dans un espace clos des cases avec des Africains attifés en africain, c'est-à-dire exactement comme le vulgopé comme local se représente l'Africain, pour avoir pendant 1 ou 2 heures l'impression d'avoir voyagé dans un exotisme africain, ce qu'on appelait le village nègre. Vous savez de quand ça date? Des années 60, milieu des années 60. 80. Ah bon? Le dernier village nègre était à Nantes en 1981, je crois, et ça a fait un tel tollé qu'ils ont dû fermer au bout de 3 jours ou 4 jours parce que c'était remonté au Sénat et ils ont été forcés par la puissance publique de fermer ce lieu. C'était 1981, 82 ou quelque chose comme ça. Ouais, incroyable, surtout Nantes qui est quand même
un port lié à le port l'esclavage. négrier, le Voilà. commerce triangulaire. Mais ça existe encore, hein. Il y a eu un spectacle l'année dernière monté par un Sud-Africain, je crois, qui, croyant bien faire, voulait montrer aussi Très justement... compliqué, très compliqué. Je préfère qu'on n'aborde pas ce sujet-là parce que ok. lui se défend en expliquant que c'était une performance d'art Oui, contemporain. mais ça, Donc c'est la même chose. c'est un sujet plus compliqué. Dans le cas, par exemple, de l'usine Lu, etc., de l'organisation d'un village nègre, c'est vraiment une animation la plus... pas glauque, mais je veux dire, voilà. Là c'est, en effet, je vois très bien, C'est glauque aussi. c'est glauque aussi, mais c'est plus complexe comme à déconstruire comme phénomène. Je viens maintenant dans la continuité de notre échange à la fin de votre roman. Vous avez ce syntagme extrêmement beau qui est de dire c'est un jardin créole. Alors, je vous lis. C'est un endroit minuscule, des parcelles dédiées à des jardins monastiques où on enrichissait chaque espèce avec d'autres espèces pour qu'elles soient plus fortes, qu'elles conjuguent leurs forces contre l'adversité de la vie, des insectes, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette idée de jardin créole qui est finalement, moi personnellement, si je devais résumer votre roman, je dirais c'est l'éloge du jardin créole. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est vrai que c'est ce jardin que je décris à la fin, c'est la métaphore de la société antillaise, effectivement des mélanges. Mais c'est vrai que concrètement, aux Antilles, chacun aime bien avoir un petit lopin de terre à cultiver. Alors ça vient très loin aussi, alors notamment au temps où il y avait encore l'esclavage, on permettait aux esclaves de travailler un petit lopin de terre à côté de leur journée de travail pour l'habitation, pour la plantation, pour leurs propres besoins vivriers. Ce qui était aussi commode pour les propriétaires, parce que comme ça, ils n'avaient pas à nourrir les esclaves, ils étaient censés se débrouiller eux-mêmes. Et c'est resté, c'est vrai qu'aux Antilles, même les Antillais qui arrivent ici, dès qu'ils peuvent, ils se font un petit jardin sur un balcon, sur des petites plates-bandes, et ils replantent des choses, voilà, des plantes comestibles. Et souvent, effectivement, c'est très écologique. Là encore, c'est assez moderne. On mélange exprès diverses sortes de plantes parce que plus c'est diversifié et plus ça permet effectivement de lutter contre les insectes, les maladies, et puis aussi ça fait à la fois office de plantes médicinales, de plantes pour manger, de plantes d'ornementation. Tout ça est mélangé au même endroit. Donc je trouvais que c'était assez beau. Tout à fait. L'urbanisation des années 60 à Pointe-à-Pitre a un peu balayé ça aussi, malheureusement, puisque les gens, ils avaient du béton autour d'eux, ils ne pouvaient plus entretenir ces jardins créoles. Mais ça reste assez fort encore dès qu'on sort de la ville et qu'on va dans la campagne. Donc des pensées ouvertes, des pensées métisses et des jardins créoles. Oui, oui, puis vous avez tout à fait raison de faire le rapprochement avec les jardins médiévaux. Je pense qu'il y a une vraie continuité à ce niveau-là. Je finirai encore une fois avec Édouard Glissant, quand il regrettait que la littérature française ne soit pas encore ouverte au mouvement du monde. Je pense encore une fois qu'il aurait pu voir dans la publication de ce premier roman particulièrement réussi un premier démenti de son affirmation, car je pense qu'en effet, votre roman Là où les chiens aboient par la queue témoigne de cet enrichissement de la langue française, qui est cette créolisation, et de fait, par rapport aux langues anglo-saxonnes, je pense particulièrement à l'anglais, un certain retard de la langue française et des éditeurs français sur la prise en compte de la créolisation de notre histoire, de notre culture et de notre langue, et qui, à mon avis, est un des grands freins au développement de la langue française, que pourtant, paradoxalement, l'État souhaite tellement à travers l'argent qu'on met pour la francophonie. Mais la francophonie, ça ne peut être qu'une créolisation, ça ne peut pas être la vision du français du 19e où on arrive dans un pays, et puis paf, on vous met le système juridique, le système politique, et puis paf, le français point barre. Non, ça doit être une conjugaison. Voilà. Estelle Sarabul, merci encore beaucoup de ce roman. Merci. Et de votre présence. Et je laisse maintenant la parole au public qui souhaiterait vous poser des questions. Allez-y, hein, ne soyez pas timide, j'adore les questions. Il n'y a pas de questions pas inintéressantes, elles sont toutes super. Donc, vous avez choisi d'appeler Antoine le personnage féminin. Et pourquoi en fait? Est-ce que c'est pour contraster justement avec l'idée qu'elle soit un peu autonome et une image peut-être un peu féministe? Est-ce que c'est
c'est en rapport avec ça ou... Ben, bravo, l'hypothèse est bonne, c'est-à-dire que je voulais l'asseoir un petit peu. La question c'est pourquoi elle s'appelle Antoine, l'héroïne principale. Mais c'est vrai que comme j'allais décrire un personnage très indépendant, très autonome, je trouvais que lui donner un prénom masculin, entre guillemets, allait contribuer à la définir psychologiquement. Après, je mets masculin entre guillemets parce que c'est aussi un petit clin d'œil à la culture antillaise. En fait, aux Antilles, les prénoms sont beaucoup moins genrés qu'en métropole. Donc c'est pas très choquant pour les Antillais qu'une femme s'appelle Antoine. Moi, par exemple, j'ai une tante qui s'appelle Gilles, donc ça choque personne. Ça existe un petit peu aussi, hein, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas ça en métropole, mais c'est beaucoup plus courant aux Antilles. Donc c'était à la fois un prénom qui peut être typiquement antillais, et en même temps une affirmation de ce que va être le personnage. Bonjour et merci beaucoup pour ce roman. J'aurais beaucoup de choses à en dire, mais là je pense que tout le monde m'en voudrait parce que ça prendrait beaucoup de temps. Je voudrais revenir sur la langue que vous avez utilisée, votre façon d'écrire effectivement, et la langue, parce que je dois vous avouer que j'ai été un petit peu surprise, mais c'était très agréable de vous entendre en parler tout à l'heure, sur l'usage du créole. Parce que lorsque j'ai lu votre ouvrage, créole que je ne parle pas moi-même d'ailleurs, nous avons différents points communs semble-t-il, celui-ci aussi, mais effectivement, il m'aurait semblé, alors je ne sais pas, logique, normal, je ne sais quel serait le terme, de voir le créole apparaître beaucoup plus souvent dans les échanges entre les différents personnages, surtout pour les différentes scènes qui se déroulent en Guadeloupe. Alors il y a du créole effectivement, je me demandais si vous aviez envisagé ça quand même, de faire apparaître le créole beaucoup plus souvent, parce que c'est une langue qui est vivante, qui est toujours extrêmement présente. Voilà, je m'interrogeais sur ce point-là. Ouais. Alors non, dès le départ, je savais que j'allais pas faire un texte complètement créole, du fait que je ne le parle pas. Donc du coup, si j'avais fait ça, alors là, vraiment, seraient apparu très très vite mes lacunes, d'autant plus que, donc, comme vous le dites, c'est une langue extrêmement vivante, extrêmement parlée, on a cette chance, et du coup, il y a des très grands auteurs qui écrivent un créole magnifique. Donc ça aurait paru vraiment en décalage complet que moi j'essaye de me mesurer à eux. Alors que, par exemple, je pense à Patrick Chamoiseau, qui a écrit Texaco, prix Goncourt en 92. Bon, c'est une langue merveilleuse, Texaco. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai lu à la vingtaine et qui m'a complètement ouvert les yeux sur le potentiel poétique et romanesque du créole. Mais je ne le parle pas comme ça, malheureusement. Donc forcément, ça n'allait pas être ça. Tout ce que je pouvais faire, c'était comme ça, comme j'ai fait, en remettre quand même quelques touches des échos qui m'en reviennent moi-même à la mémoire. Et par contre, les petites touches que j'allais mettre, il était hors de question que je les mette entre guillemets ou avec une astérisque expliquant en dessous ce que ça voulait dire, parce que je trouve que ça se comprend très bien. Même quelqu'un qui ne comprend pas le créole, il va comprendre le sens de la phrase, il va deviner ce que ça veut dire, et même s'il ne le comprend pas, ça n'empêche pas la compréhension plus globale du texte. Donc voilà, c'était en même temps un mélange de pudeur par rapport à ça, de positionnement. Moi, je suis une métropolitaine. Hein, ça a beau me vexer quand on dit ça aux Antilles, mais je ne peux pas le nier. Il faut l'assumer. Je ne le parle pas très bien. Donc, et puis en même temps, je trouvais que comme c'est quand même un roman qui se passe beaucoup aux Antilles, mais aussi en métropole, d'Antillais qui font le choix de venir ici et de ne pas le parler à leurs enfants. Je trouvais ça plus logique que qu'il y ait ça. Oui, c'est une très bonne question et une très bonne réponse. Parce que je pense qu'il y aurait eu un risque d'artificialité. Oui, complet. Et ça aurait été desservi parce qu'on n'a pas eu là, on a vraiment tout est vivant et sans artificialité, sans rien d'artificiel, et ça aurait été un gros risque de. Ouais. Bonjour, je suis bien contente de vous entendre aussi. J'ai beaucoup aimé votre roman. Alors, on apprend beaucoup de choses. Je connais très peu l'histoire de la Guadeloupe et je ne me souviens pas dans mes cours d'histoire quand on a parlé de cette manière particulière. On parlait de la colonisation, etc., mais pas forcément de l'histoire de la Guadeloupe, de la Martinique, de l'engagement qu'on avait demandé à ces populations pendant les guerres.
Et j'étais estomaquée, pourtant on le sait tous, mais quand vous parlez dans le livre de la période de la révolte qui a été réprimée dans le sang, vous dites que la préfecture a déclaré un nombre de morts, mais sans doute y en a-t-il beaucoup plus. Et je me demande si aujourd'hui, à la fois cette histoire particulière des Antilles et aussi par ailleurs le créole dont on vient de parler est enseigné de manière différente dans nos écoles, et surtout, savez-vous si en Guadeloupe et en Martinique on enseigne le créole à l'école, et si on enseigne cette histoire qui est violente aussi. Alors, donc vous parlez des événements de mai 67 qui ont été vraiment un pic de violence sociale en Guadeloupe. Et en fait, il y a eu une grève ouvrière et elle a été réprimée vraiment dans le sang. Et en fait, la police a un peu tiré dans le tas. Il y a des étudiants qui n'avaient rien à voir avec la grève qui ont été tués. Puis en même temps, comme il y avait à l'époque un mouvement indépendantiste assez virulent, bah, la police en a profité pour rafler, entre guillemets, ces indépendantistes-là. Et il y en a beaucoup dont on n'a plus jamais entendu parler, qui ont vraiment disparu. Donc il y a des rumeurs qui disent qu'ils ont été jetés à la mer. Il y en a certains qu'on a retrouvés qui sont morts à l'hôpital, après un passage au commissariat. Donc effectivement, histoire violente, ce qui a provoqué une telle terreur aux Antilles qu'effectivement, plus personne n'en a parlé pendant très longtemps. Sans compter que dans les années 60, alors ça je le dis aussi pour les jeunes, les communications n'étaient pas libres. La télé et la radio étaient contrôlées par le pouvoir d'État. Et donc ils avaient décidé, le général de Gaulle et Alain Peyrefitte, qui était son ministre de l'information, avaient décidé de faire le blocage totalement sur cet événement. Ce qui fait qu'en dehors de Pointe-à-Pitre où ça s'est passé, même le reste de la Guadeloupe n'a pas été au courant vraiment de ce qui s'est passé. Encore moins en métropole. Et effectivement, un an plus tard se passe mai 68, donc autant dire que mai 67, bloup, ça passe complètement à la trappe. Et c'est seulement maintenant que les derniers témoins de ces événements commencent à parler. Et il y a même eu une commission d'historiens, menée par Benjamin Stora, qui est un très grand historien, qui a essayé de chercher, de dénombrer combien exactement il y a eu de victimes, puisqu'on ne sait toujours pas. Il y a beaucoup de gens qui ont enterré à la hâte aussi des membres de leur famille dans leur fameux jardin créole parce qu'ils avaient peur, tout simplement. Donc on ne sait pas. Et bah, au bout de 6 mois d'enquête, la commission a dit bah, désolé, on ne saura jamais. Eux-mêmes n'ont pas réussi à dénombrer. Donc ça va de 8 morts, à peu près officiels, à des rumeurs qui vont jusqu'à 75-80 morts. La vérité est sans doute au milieu de ça, mais on ne sait pas. Alors après, pour votre deuxième question, et cet événement de mai 67 et le créole sont enseignés aux Antilles. Alors mai 67, c'est pas vraiment enseigné, mais avec le cinquantenaire l'année dernière, donc 2017, il y a eu beaucoup de colloques, notamment au Memorial Act, qui est ce magnifique musée qui vient d'ouvrir à Pointe-à-Pitre. Si jamais vous allez en vacances là-bas, je vous invite à le visiter. C'est sur l'esclavage en général, pas seulement aux Antilles, mais l'esclavage même aujourd'hui, parce qu'il y a encore malheureusement de l'esclavage aujourd'hui. Et ça fait un rappel aussi de ce qui s'est passé. Et il y a beaucoup de colloques, d'invités, de journalistes, d'historiens qui parlent et qui ont beaucoup parlé de mai 67. Donc c'est plus caché, heureusement, même si on en entend peu parler ici. Il y a eu un bel article dans Le Monde l'année dernière, il y a eu une émission sur France Inter. Donc voilà, on ne peut plus dire que ce soit vraiment caché, même si ce n'est pas très diffusé. Le créole, c'est par contre très enseigné. Donc c'est très vivant aux Antilles. Il y a des colloques tout le temps, complètement en créole. Il y a des universitaires. Édouard Glissant a été un grand maître à penser pour ça, qui a permis vraiment de dynamiser l'enseignement de cette langue. Chamoiseau, Confiant, enfin tous les grands auteurs antillais en fait militent beaucoup à l'université Antilles-Guyane pour cet enseignement. Donc là-dessus, il n'y a plus la honte des gens ou le frein qu'on mettait il y a encore 20-30 ans pour le parler. Et puis culturellement, on a quand même cette chance aux Antilles d'avoir des ambassadeurs assez dynamiques. Par exemple, je pense à un groupe qui s'appelle Kassav, que tout le monde connaît à peu près. Premier vendeur de disques en France, même si ça ne se sait pas, parce que c'est vrai qu'ils passent peu à la radio et dans les médias en métropole, mais ils vendent énormément en Afrique, aux États-Unis et dans tout le reste de la Caraïbe, et ils ne chantent qu'en créole.
Donc ça permet quand même, il y a beaucoup d'artistes quand même qui sont très partie prenante pour que le créole soit vivant. Détrompez-moi, mais dans la dernière fournée de l'agrégation des nouvelles langues dans l'agrégation, il y a 2 ans, je me trompe ou j'ai cru voir que le créole avait enfin une agrégation? Alors là, vous êtes trop pointu pour moi. Ben, il me semble, hein. En tout cas, si c'est pas cette fois, ce sera la prochaine. Et si Ça m'étonnerait pas. Ça serait une reconnaissance définitive, parce que c'est la reconnaissance que le créole peut être considéré comme une langue savante. Absolument, oui, oui, mais je crois que c'est bien en cours, ça. Bon. Une question? Bonjour. Bonjour. Est-ce que l'utilisation des jardins créoles pourrait être une métaphore sur les humains? Ah oui, tout à fait. Est-ce que le jardin créole est une métaphore sur les humains? Donc oui, hein, absolument. C'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est la créolité, c'est le mélange qui peut permettre, non pas d'appauvrir, mais d'enrichir, de protéger les gens. Alors on peut dire que c'est une vision utopiste, hein, je dis bien, ça ne va pas sans heurts. Hein. Le mélange de populations aux Antilles, ça peut créer des tensions, mais globalement quand même, il en sort effectivement des plantes plus vigoureuses, des jardins plus riches. Et donc c'est une métaphore de ce qu'a produit la créolité, puisque malgré toutes les violences, les revers de l'histoire qu'ont connus les Antilles, c'est quand même un peuple assez résilient, c'est-à-dire qui arrive quand même à surmonter les difficultés et qui est encore là et bien là, malgré les années difficiles qu'ils ont connues. Donc c'est bien ça. Estelle Sarabu, le Forum du Livre vous remercie beaucoup de votre venue à Rennes.